Merci Philippe, merci Alexandre. Je suis conscient qu'on a un petit peu dérapé dans les, dans les délais. Vous me donnez combien en tout, au total? Avec les questions, 10 minutes? Allez-y, J'y vais. D'accord, Olivier. ok, très bien. L'actualité aujourd'hui sur la télévision me donne une tribune pour vous parler de l'avenir de la plateforme de la TNT. Et effectivement, sous couvert de globalisation, c'est le thème de cette journée, je voudrais rappeler qu'en fait, la TNT, ce concept de la globalisation s'applique totalement à la TNT parce que la TNT combine la dimension locale, bien entendu, et le rayonnement national, mais au-delà du rayonnement national, peut-être le rayonnement économique et européen. Alors, je vais, dans un premier temps, peut-être rappeler trois caractéristiques importantes de la TNT au regard de cette problématique. La TNT, c'est un marqueur fort de notre entité nationale. Premièrement, la TNT, c'est encore et toujours la première plateforme pour recevoir la télévision. On a fait une étude avec IFOP, pardon, et Perceptiva Labs au printemps de cette année. Et cette étude a montré que 68% des foyers français recevaient la télévision sur la plateforme TNT. Alors 68%, c'est les 45% qui les reçoivent directement sur leur poste principal, ajouter ceux qui les reçoivent sur leur poste secondaire et ajouter également la proportion des gens qui reçoivent la télévision qui sont estampillés clients ADSL ou fibre, mais qui connectent leur box directement à la TNT. Et il y en a une proportion significative, pratiquement la moitié. Parmi les USP, donc les caractéristiques clés de la TNT, on va retrouver bien entendu la simplicité, la fiabilité, la performance au regard des autres plateformes. Deuxième élément important de la TNT, ça reste et ça demeure un vecteur de cohésion sociale très important. Je vais commencer par un chiffre. Bien entendu, la TNT, c'est une gratuité complète, en tout cas pour l'utilisateur. Si on ramène les coûts de la diffusion à l'ensemble des foyers, puisque la quasi-totalité des foyers est desservie en TNT, eh bien, ça représente 6 € par an et par foyer. 50 centimes d'euros par mois et par foyer. Tout ça pour une qualité de diffusion en toute haute définition et une simplicité d'usage très fort. Donc c'est cette promesse de la gratuité, de services en accès universel, anonyme et gratuit, qui est fortement mise en avant par les utilisateurs de la TNT. Troisième élément sur lequel je voudrais revenir comme caractéristique forte de la TNT, comme marqueur fort de cette identité nationale, eh bien, c'est le fait que la TNT, c'est un formidable levier de rayonnement de la France au niveau européen et international, au travers notamment du financement d'aide à la création. Quelques chiffres. En 2016, cette aide de la production audiovisuelle a atteint son plus haut niveau historique depuis de nombreuses années, mais au-delà des chiffres, c'est surtout derrière l'aide à la création, une pépinière naturellement de talents, de séries et d'autres contenus qui font vivre en fait notre langue, notre culture au-delà de notre pays. Alors, quelle est la vision de TDF sur la TNT? Deux éléments clés que je voudrais développer. Le premier élément, c'est qu'il faut moderniser cette plateforme TNT. Et deuxième élément, il faut libérer les ressources, les sources de revenus de la télévision au-delà du paradigme actuel. Premièrement, moderniser la plateforme de la TNT. Et là, je fais écho à l'actualité, puisque, vous savez, et le CSA et le ministère de la Culture ont lancé de consultations importantes sur l'avenir de la plateforme et sur les questions liées donc au développement de la publicité. Donc l'heure actuellement est au grand choix en matière d'orientation sur la télévision et sur la TNT. Elle est au grand choix et le calendrier se concentre aujourd'hui sur quelques dates.
Premièrement, 2019-2023, les deux grandes foires au spectre, si je puis dire, les conférences mondiales de radiocommunication qui vont statuer sur l'usage des fréquences qui aujourd'hui sont réservées à la TNT, c'est-à-dire les bandes 500 et 600 MHz. Mais également 2022, c'est également une autre échéance importante, cette fois-ci politique, sur le développement généralisé de plateformes, cette fois-ci plus interactives, qui permettront donc le développement et la diffusion de la télévision, que sont notamment l'Internet très haut débit et la fibre. Donc en 2022, il y aura plusieurs plateformes qui permettront de développer, de diffuser donc la télévision en France. Et puis 2023, c'est la Coupe du Monde de rugby. On espère la semaine prochaine que la France sera retenue. Et 2024, c'est les Jeux Olympiques avec des événements donc sportifs importants et qui, on le sait, sont des éléments rassembleurs autour de la TNT. Alors ces échéances, notamment celle de 2023, autour de la conférence mondiale des radiocommunications, sont porteuses de défis importants. Il y a deux éléments qui nous semblent très importants. Le premier, c'est de poursuivre la modernisation de cette plateforme en introduisant ce que dans notre jargon on appelle l'UHD, l'ultra haute définition, avec le développement de normes qui permettent donc d'aller au-delà de la haute définition et de bénéficier de cet effet waouh avec la télévision 4K et peut-être plus tard 8K. Et puis c'est aussi proposer de nouveaux services plus interactifs, mêlant la plateforme TNT avec la plateforme web. Et on sait aujourd'hui faire causer entre elles ces deux plateformes. Alors si on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe, eh bien, tant au Royaume-Uni, en Allemagne que même en Italie, eh bien, ces pays, ces écosystèmes, je dirais plus que ces pays, ont fait des choix clairs de modernisation de la plateforme, avec une approche qui est une approche plus partenariale, regroupant donc des intérêts convergents entre les chaînes de télévision, les diffuseurs. Donc, ça porte les noms de Freeview au Royaume-Uni, de TVu en Italie. Deuxième axe de la vision de TDF, c'est libérer les sources de revenus de la télévision. TDF est clairement aux côtés des chaînes de télévision en cette matière. TDF est un partenaire historique des chaînes de télévision et l'avenir des chaînes de télévision est extrêmement important pour TDF. Alors, on parle de plusieurs choses. On parle des secteurs interdits et on parle de la télévision, de la publicité, ciblée et segmentée sur la télévision. En matière de secteur interdit, la situation de 2017 n'a absolument plus rien à voir avec celle d'il y a quelques années, notamment en 2013, quand la situation avait été revue. Un constat, le plus fort n'est pas celui que l'on croit. Cette année, les revenus publicitaires issus donc, du web sont supérieurs aux revenus publicitaires issus donc, de la TNT. Et la concurrence du digital, finalement, chahute complètement l'avenir de la télévision, sans préserver pour autant les recettes de la radio et de la presse. Donc c'est le moment de se reposer la question. Il y a une certaine pertinence à se reposer la question des secteurs interdits qui ont fait pendant de nombreuses années l'axe principal de la régulation, donc de l'accès au contenu. Deuxième importance, c'est pour une publicité plus ciblée et plus segmentée donc, à la télévision. Aujourd'hui, les chaînes ont l'obligation en fait, d'offrir de façon simultanée en fait, la diffusion de messages publicitaires. Or, on sait qu'avec le numérique, on bat en brèche totalement ces obligations. Et sur un plan technique, nous avons développé un certain nombre de plateformes mêlant la TNT et l'accès web qui permettent donc d'avoir des approches très très ciblées et segmentées de la télévision. Donc ce ciblage, nous sommes en faveur d'une ouverture sur ce ciblage, devrait être
possibilité donc d'établir de nouveaux canons en vigueur chez les annonceurs. Alors en conclusion, vous l'avez compris, donc on est à la croisée des chemins. Et j'ai confiance que les pouvoirs publics, les régulateurs, le CSA, mais également les autorités donc, gouvernementales, le ministère de la Culture, prendront et tireront les conclusions pertinentes en vue de la modernisation de cette plateforme TNT, qui est le socle, hein, je le rappelle, du financement de la création française. Nous avons répondu donc de toute façon, nous, dans ce sens, dans le cadre des consultations du CSA et de la culture. Et je dirais même que, sur un peu le ton de la boutade, si un scénario comment dirait, Mossad se faisait le jour, à savoir que les décisions n'étaient pas prises en vue de la modernisation de la plateforme, eh bien, les chaînes de télé perdraient de leur superbe, de leur sublime, verraient leur distribution beaucoup plus dépendre d'autres acteurs, notamment les opérateurs télécoms, et puis surtout le CSA n'aurait plus rien à réguler. Et sans naturellement oublier le fait que pour nous ce ne serait pas nécessairement une bonne histoire, une bonne image. On parlerait de glocalisation, mais là plutôt au sens glauque. Voilà. Je vous remercie. Merci Olivier Tétin. Et merci en tout cas pour cette grande concision. Peut-être sur les propos de Stéphane Richard, alors pas sur le CSA, cette fois sur l'ARCEP, et en tout cas sur la manière d'organiser le déploiement de la fibre. Alors, je pense que Stéphane Richard a entièrement raison de réinsister sur la priorité au développement de la fibre. Enfin, je veux dire, un certain nombre de classements mondiaux font encore état d'un retard dramatique de la France sur ce sujet. Et ce n'est pas qu'une question technologique, hein, parce que là, on parle d'infrastructures qui vont favoriser le développement de l'économie numérique. Et le développement de l'économie numérique, c'est maintenant, hein, c'est pas dans 10 ans. S'il n'y a pas d'économie numérique, s'il n'y a pas l'accès partout, dans toute la France, à une technologie telle que la fibre, eh ben, ce sera la fracture entre les nantis et ceux qui n'auront pas accès à ce genre d'économie, et ce serait absolument dramatique. Donc c'est important. Mais la France reste quand même 50e ou 60e dans le classement mondial. La France fait beaucoup d'efforts. La question, c'est la vitesse. Je reviens d'une semaine de voyage en Chine. La Chine est fibrée à quasiment 80%. C'est pas que les grandes villes, c'est partout. Il y a de la 4G, mais partout. Dans un pays comme la Chine. D'ailleurs, j'ai remarqué que la Chine ne faisait quasiment pas partie du classement qui était mis en communication. Et il se prépare à la 5G. La 5G, c'est pour 2020-2022. Donc, il y a une volonté dans un pays tel que celui-là de mettre à niveau complètement l'économie sur les standards. Alors, vous allez me dire, oui, bien sûr, donc laissons, on n'est pas la Chine, donc la Chine c'est un pays très dirigé, on va dire, hein, pour pas dire autre chose, laissons l'économie de marché fonctionner. Oui, mais l'économie de marché fonctionner, ça fonctionne bien dans certaines zones. Dans les zones très denses, là où c'est très rentable. La France a, et je pense que c'est une singularité, c'est une chance hein, pour le pays, identifié également un régime spécifique pour les zones les moins denses, ce qu'on appelle les réseaux d'initiative publique. Partons du principe qu'il faut couvrir partout, qu'il n'y aura probablement pas la possibilité d'avoir des business plans rentables sur tout le territoire, mais qu'il faut en revanche une infrastructure de ce type-là. Donc la question c'est comment permettre l'émergence d'une infrastructure et en même temps la concurrence complète sur les services. Donc c'est ça le schéma donc, des réseaux d'initiative publique, hein, où les autorités locales mettent en concession un certain nombre de réseaux. C'est dans ce contexte-là que nous répondons aux appels d'offres lancés par les collectivités locales, avec notre positionnement d'acteurs neutres, ouverts, indépendants. Nous ne sommes pas verticalement intégrés. Nous avons vocation à, dès que nous gagnons
le déploiement de ces réseaux, à les ouvrir complètement à l'ensemble des fournisseurs d'accès Internet, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits. Est-ce que je peux vous demander juste de répondre en une phrase, parce que là, vous avez très habilement esquissé, ou esquivé plutôt, la réponse directe à ce que disait Stéphane Richard. En gros, pour vous, les histoires d'amis, repartage ou pas, c'est pas votre affaire. Vous vous concentrez sur les RIP. Et ce que vous demandez en revanche sur les RIP, c'est de pouvoir pleinement développer, et donc qu'il n'y ait pas, par exemple, un deuxième réseau comme les SFR l'envisageait à un moment. Ce qu'on dit, c'est qu'on parle effectivement de sommes très importantes en termes d'investissement. Donc, et on bâtit l'infrastructure pour une, voire 2 générations. Il faut de la visibilité. On ne va pas changer les règles tout le temps. Il y a un réseau, il y a un schéma qui a été mis en place il y a quelques années qui s'appelle le schéma donc, des réseaux d'initiative publique. Il est très bien. Il faut le poursuivre et aller jusqu'au bout. Premièrement. Deuxièmement, sur la zone AMI, je ne sais pas si c'est accessible pour TDF ou pas. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été notre priorité. Nous, on s'est vraiment focalisé sur là où il y avait un environnement, un contexte réglementaire qui permettait donc d'être totalement ouvert, non discriminant et indépendant. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la zone AMI me semble ne pas faire l'objet des mêmes engagements en matière de calendrier de déploiement, de pénalités éventuellement de dérapage, etc. Et je pense que le schéma français gagnerait à quelque part renforcer ce que de façon un peu implicite souligne Stéphane Richard en disant que lui il est prêt à s'engager davantage, à rendre peut-être un certain nombre d'engagements plus juridiquement contraignants. Je pense que ce serait une bonne chose pour éviter d'avoir finalement une zone très peu dense, encadrée par des engagements très très stricts et des pénalités très très fortes, et puis une zone moyennement dense avec un flou que l'on connaît. Merci beaucoup Olivier.